ministre néerlandais des Affaires étrangères Bert Kenders a salué samedi à Abidjan les grands changements en Côte d'Ivoire où la page de la crise post-électorale 2010-2011 est désormais tournée. Les discussions entre Ouattara et Kenders, dont le pays exerce la présidence tournante de l'Union européenne, ont également porté sur l'importance d'un partenariat équitable entre la Côte d'Ivoire et l'UE sur les questions très complexes de la migration internationale. Nous devons continuer à coopérer sur la migration légale et la mobilité. Je sais qu'il y a, je crois, 80 000 Ivoiriens qui résident aujourd'hui légalement dans l'Union européenne. L'UE a décidé à la Valette d'aider financièrement l'Afrique pour endiguer les flux de migrants avec un fonds d'1,8 milliard d'euros. Ce que nous disons à l'Europe, c'est que si nous fermons nos frontières ou si nous repoussons les gens qui sont venus s'installer ici, eh bien, ce sera une pression automatiquement sur l'Europe. À partir de là, nous devons être considérés comme un pays de transition qui devrait donc bénéficier d'un appui et d'un accompagnement de l'Europe. Ce que nous attendons, c'est surtout les investissements pour nous permettre d'offrir un peu plus d'emplois à nos jeunes, mais aussi offrir des opportunités à ceux qui viennent vivre ici. Au cours des discussions, la Côte d'Ivoire et l'UE sont tombés d'accord pour la mise en place d'une politique efficace de retour systématique des personnes en situation irrégulière, meilleur moyen de décourager les candidats potentiels de mettre leur vie en péril. Aussi, l'UE entend accompagner le retour d'Ivoiriens en situation irrégulière en mettant en place des aides à la formation-réinsertion. Le chef de la diplomatie néerlandaise avait entamé jeudi par le Mali une tournée au nom de l'Union devant ensuite le mener au Ghana. Le Mali a rendu hommage au photographe malien Malik Sidibé, considéré comme un des pionniers africains de son art, décédé à Bamako à l'âge de 80 ans, qui s'était fait connaître par ses portraits sensibles de la vie quotidienne de son pays. Son travail de portraitiste était indéniable. Cependant, il a quand même réussi la seule chose que les autres n'ont pas vue. C'est-à-dire Malik était aussi quelqu'un de mobile. C'est-à-dire il est sorti du studio à un moment de sa vie pour travailler en extérieur, en reportage, pour chercher, pour courir après l'image. Et d'ailleurs, la partie la plus importante de son travail qu'on connaît, ce n'est pas son travail de studio. C'est le travail qu'il a fait en faisant les surprises parties. L'œuvre de Malik Sidibé avait été récompensée entre autres par le Lion d'Or à la Biennale de Venise et du Centre international de la photographie à New York. Malik Sidibé est un grand. Il a documenté la vie bamakoise avec des photos qui ont une valeur incontournable, a rappelé Samuel Sidibé, directeur du Musée national de Bamako et délégué général de la Biennale africaine de la photographie, où l'artiste avait été mis en l'honneur dès la première édition de l'événement en 1994. Un esprit créatif, il fait sa conception très rapidement, il vérifie tout et il déclenche. Malik, ce que j'ai constaté, rarement il a fait 2 photos pour la même prise. Une, et s'il doute, c'est une deuxième. Ça, c'est vraiment une particularité de Malik Sidibé. À travers les photos prises dans son studio au cours des années 1950 et 1960, il avait livré un travail remarquable sur une période importante de l'histoire africaine qui fut une étape d'émancipation, de bouleversement culturel, de fierté et d'espoir pour l'avenir, avait souligné le jury Photo Espana en lui attribuant son prix en 2009. Tu n'imagines pas pouvoir parvenir jusque-là quand tu viens d'un petit village et sans être jamais allé à l'école, avait réagi à Madrid à l'annonce de ce prix Malik Sidibé, fils de paysan né à 300 km à l'ouest de Bamako. Les accros au soda ont intérêt à faire des économies. Un nouvel impôt devrait faire augmenter le prix des boissons sucrées l'année prochaine en Afrique du Sud. La taxe n'est pas encore définie, mais le chiffre de 20% a été avancé. Pas de quoi réjouir Thomas Sitolé. Ce gardien assure qu'il a besoin des boissons dites énergétiques pour rester concentré lors de ses longues veillées. Ça veut dire que je vais devoir me limiter et ça va avoir des conséquences sur mes chances de trouver du travail. Les chefs me connaissent, je suis actif, mais ils trouveront que je suis de moins en moins alerte. Ce n'est pas bien. Une opinion partagée par beaucoup de consommateurs qui doutent des potentiels effets bénéfiques d'une telle taxe. Je ne crois pas que les gens vont moins en boire, parce que quand quelqu'un aime vraiment un produit,
Il en achète quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas une bonne idée d'augmenter les prix à mon avis. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un Sud-Africain sur 4 est obèse. Certains scientifiques voient ce nouvel impôt comme un pas dans le bon sens. Je crois que les gens doivent se rendre compte que plus de personnes meurent de l'obésité que de toute autre maladie dans le monde. Vous en mourrez prématurément, c'est aussi simple que ça. La taxe sur le sucre doit entrer en vigueur en avril 2017. Mais l'industrie des boissons tente de contre-attaquer d'ici là avec des arguments économiques. Il y aura forcément des pertes d'emplois et notamment les petites entreprises vont être très touchées. Vous imaginez bien que dans les townships, les petits magasins comptent sur les boissons pour assurer leurs revenus. Cette taxe va leur faire beaucoup de mal. D'autres pays ont recours à des législations similaires. Le Mexique a mis en place son impôt sur les boissons sucrées en 2014 et d'après une étude, leur consommation a baissé de 6% dans l'année.